Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? C'est bon? On va commencer. Ok. Bon, bienvenue à toutes et à tous. C'est un très grand honneur de tous vous recevoir à GEM, notre magnifique école. Nous sommes très heureux d'avoir pu organiser cette table ronde, d'avoir pu vous inviter, d'avoir pu réunir tous nos invités. Donc tout d'abord, je voulais remercier nos invités qui nous ont fait confiance. Merci à vous, donc César Ducaste de Carbone 4, Aurélien Barraud, Laure Jarlot de Rossignol, Éric Duverger de la Convention d'entreprise pour le climat et Anne-Fleur Barret. Je crois qu'on peut déjà toutes et tous les applaudir pour ça. Je pense particulièrement à Éric qui a non seulement est venu débattre aujourd'hui, mais qui nous a accompagnés tout le long de ce projet. Anne-Fleur qui a réalisé la trame du débat et a pris le temps nécessaire avec chacun et chacune des speakers pour essayer de comprendre l'enjeu de tous et de construire de la meilleure des manières cette table ronde. Un immense merci à vous. La première question que vous avez dû vous poser en rentrant dans cette salle est qui est cette association? Qui est cette association? Qu'est-ce qu'une junior entreprise? Bon, c'est une association qui s'apparente à un cabinet de conseil étudiant en faisant des études de marketing. Au-delà de ça, nous nous chargeons de développer notre structure et de monter en compétences pour avoir un impact non seulement sur la vie étudiante à GEM, mais aussi, à notre échelle, sur la vie économique de notre pays. GEM Junior Conseil, c'est aussi la junior entreprise de tous les records en France en 2022-2023. Par exemple, près de 10 entreprises et associations ont bénéficié d'une étude gratuite en début d'année 2023 pour une valeur totale de presque 20 000 €. C'est aussi une association à qui les entreprises font confiance. Cette année, le record historique du chiffre d'affaires de notre JE a été dépassé depuis 1986, en dépassant les 500 000 € de chiffre d'affaires. Le mouvement des juniors entreprises incarne aussi le mouvement des jeunes qui prennent la responsabilité de créer leur avenir, qui prennent la responsabilité des enjeux de leur futur. Depuis près de 6 mois, maintenant, GEM Junior Conseil prépare cette conférence et s'est entouré des meilleures personnes pour assurer, nous l'espérons, son succès. Prenez ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette conférence aura des effets positifs sur la transformation écologique de nos entreprises, dans le bassin isérois et même à plus grande échelle. Je finirai avec une touche un peu plus personnelle, où ce sont mes racines agricoles qui parlent. Je voudrais aujourd'hui que cette conférence nous invite à retrouver notre lien avec la planète. Je voudrais qu'en sortant de cette salle, vous vous posiez une question. On commence quand? Merci à tous. Grand merci César et bravo d'organiser ça. Comme je disais, c'est vraiment chouette de voir que la jeunesse s'empare du sujet en étant peut-être prête à prendre quelques coups aussi ce soir. On va voir ce que ça donne. Bonsoir à tous, donc, je suis Anne-Fleur Barret, je suis ravie d'animer cette soirée ce soir. Alors, ça tombe à point nommé, on va dire, avec la sortie du rapport de synthèse du 6e rapport du GIEC. La situation est grave, vous le savez, mais en fait, quand on fait tous les différents faits, c'est gravissime, effectivement, et ça, je pense que tous les intervenants le commenteront. On a quand même des mots forts. L'humanité est devenue une arme d'extraction massive. Le Haut Conseil pour le climat qui juge la réponse de la France insuffisante. 6 des limites planétaires sur 9 dépassées. Et le tout quand même prédit dès 1972 par le rapport de Meadows du groupe de Rome. Face à cela, il semblerait qu'on soit très sérieux sur le sujet, puisque nous avons les accords de Paris et une trajectoire qui doit limiter, alors sur la partie climat uniquement, à 1,5, 55% de baisse à 2030 et la neutralité carbone en 2050. C'est quand même juste divisé par 5 les émissions, 80%. Théoriquement engagé. Ceci dit, les choses bougent quand même. Enfin, j'espère qu'on arrivera à trouver des éléments qui nous disent que les choses bougent. Le sujet il est partout, les activistes font des actions coup de poing, les entreprises et les pouvoirs publics sont interpellés, les associations se mobilisent, les fonctionnaires formés, je regardais récemment, même le bulletin météo change et s'appelle maintenant Météo et Climat. Mbappé ne fait plus rire, il crée l'indignation. Alors, est-ce que ce sont des signes que les temps changent? Est-ce pour de vrai? À quelle vitesse? C'est un peu la question qu'on va se poser ce soir.
avec vous tous ici réunis, et on a choisi d'allouer un temps long de questions-réponses. Mais quand même, nos 4 intervenants ont plein de choses à vous dire avant. Donc on aura 1 heure de table ronde et 20 minutes de questions-réponses. Je tiens à saluer, et je pense qu'il y en a beaucoup plus que prévu, toutes les personnes derrière le live, d'ici à Grenoble qui n'ont pas pu venir à cause des grèves, mais également, je sais, de toute la France, ils sont présents, ils vont nous envoyer également les ondes pour profiter de ce débat. Alors, nous sommes dans une école de management qui prépare les futurs cadres de ces fameuses entreprises, justement. En tout cas, une bonne partie d'entre eux iront. Et donc, nous allons nous poser, les entreprises sont-elles enfin sérieuses pour la transition écologique? Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités. Je vais les appeler et leur demander de prendre place. D'ailleurs, vous pouvez venir tout simplement prendre place. Donc, je vais inviter Aurélien Barraud, astrophysicien, directeur du Centre de physique théorique Grenoble-Alpes, philosophe, poète. Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, ancien cadre d'une grande entreprise. Laure Jarlot, responsable RSE de Rossignol. Et on a 2 locaux de l'étape. Et César Dugast, manager chez Carbone 4, cabinet de conseil sur toutes ces problématiques-là, bien plus larges en fait que le climat uniquement. Soyez les bienvenus et je vous demande de les applaudir et de les encourager. Alors, on va commencer en n'étant pas sérieux. Moi-même, je récuse la modalité que j'utilise, mais quand même, je me dis, commençons par cela. Je vais vous demander à tous les 4 de noter sur une échelle de 0 à 10 à quel point les entreprises sont sérieuses ou pas pour la transition écologique. Donc, je veux une note de 0 à 10 et j'aimerais un mot ou un groupe de mots qui qualifie cette note. Allez, c'est parti. Tiens, César, commençons. -9. -9. Comme -9 prévu. sur 10. -9 sur 10. -9 sur 10. Comme prévu. Comme prévu. Ok, Laure. Alors, je dirais que, pour parler du groupe Rossignol, parce que je ne veux pas parler des entreprises en général, je dirais qu'on a pris conscience, mais que le chemin est long et qu'on n'en est qu'au début. Donc, je dirais 2. 2. Et on est qu'au début. Éric. Alors moi, je suis optimiste de nature, donc je dirais 2,5. Et on est à des années-lumière de la prise de conscience. Des années-lumière. Aurélien, vous savez à quel point il est sérieux, il doit détester ma question. Aurélien, une note et Oui. un mot. Bon, bah, tu sais bien que j'allais faire le mec chiant, donc je ne vais pas déroger. Alors, vu que tu as dit un nombre algébrique, j'aurais pu répondre à un nombre imaginaire. Ça aurait été pas mal, ça. Mais en fait, je vais juste dire que je pense que la quantification et l'évaluation à outrance, c'est justement l'un des grands problèmes de ce temps. Donc, il est effectivement important de ne pas répondre à la question. Je vous avais dit que ma question n'était pas sérieuse, hein, et je l'assume pleinement. Mais ça donne le ton, quand même, aussi de la teneur de vos propos. Alors, on va essayer de devenir sérieux, un minimum, quand même, vu le sujet. Et je vais quand même vous proposer maintenant d'argumenter un petit peu votre note et votre mot expliquant à quel point vous pensez que les entreprises sont sérieuses. Allez, on reprend du coup, César, ce coup-ci. Alors, -9, parce qu'en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un 10, qu'est-ce qu'un 0 Un 10, pour moi, c'est une activité économique en ligne avec les limites planétaires dans une logique de justice sociale. 0, c'est, on va dire, le point de départ, et on va dire, bon, j'ai été gentil, j'ai pas pris 1972, où, comme tu l'as dit tout à l'heure, rapport Meadows, on savait déjà qu'il y avait un problème, mais la COP 1, 95, et depuis 95, on a fait plus 50% sur nos émissions. Donc en fait, si on trace la courbe, aujourd'hui, on est toutes et tous à plutôt -9 sur 10 sur la courbe du progrès, parce qu'on a juste été à l'envers de la courbe qu'il fallait suivre en 1995 pour réduire nos émissions. Et comme tu l'as rappelé au début, effectivement, on doit aujourd'hui réduire de 80% nos émissions en 30 ans, ce qui est compliqué. Alors, dis-nous un petit peu, là on va être sérieux du coup, on peut aller même un peu plus loin. Ce que tu vois qui alimente ton propos, j'entends là ton histoire de courbe, qu'est-ce que tu vois qui fait que c'est -9 Oui, non mais alors, déjà, tu as parlé de la synthèse du rapport du GIEC, du 6e rapport, hein, on a déjà tous les chiffres qui montrent qu'on est loin d'être sur la pente descendante. Et tout à l'heure, j'ai dit comme prévu, parce que en fait, depuis 1995, même depuis 1972, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait, fondamentalement dans le logiciel
dans le moteur de l'augmentation des émissions, qui est ni plus ni moins l'activité économique et la croissance et l'extraction des énergies fossiles à outrance. Donc je dis comme prévu parce qu'on ne s'est pas forcément mis en ordre de marche encore à échelle suffisante pour arriver au 10 sur 10. Merci César. Allez, Laure, tu nous as dit 2 pour le groupe Rossignol. Exactement. Alors, si on prend le mot sérieux dans le sens de prendre en considération ce qui mérite de l'être, je crois qu'on a pris en considération le changement climatique. On impacte, nous, le changement climatique, mais le changement climatique impacte Rossignol fortement, notre business model. Donc, en fait, on n'a pas d'autre choix que de le prendre en considération et d'avancer. Nous, on aime la montagne, on y vit, nos salariés. Et du coup, aujourd'hui, on veut contribuer à protéger cet écosystème. Donc oui, dans le sens de prendre en considération. Si on prend sérieux dans le sens de qui est fait avec soin, consciencieusement, oui. Alors Aurélien, tu disais que tout à l'heure, il ne fallait pas mesurer, mais oui, on suit nos émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, oui, on a un plan, on a une roadmap de décarbonation et on suit les SBTI. Et on essaye en tout cas de faire ça consciencieusement. Si c'est dans le sens où... est-ce que vous pouvez compter sur nous, Rossignol? Oui, vous pouvez compter sur nous pour agir, pour communiquer, pour échanger, pour sensibiliser, pour témoigner, pour faire partager tout ça au plus grand nombre. Et par contre, si c'est sérieux dans le sens de suffisant, bien évidemment que non. Aujourd'hui, nos actions ne sont pas suffisantes face à l'urgence du changement climatique. Et il faudrait aller bien évidemment beaucoup plus vite dans notre transformation. Voilà pourquoi je nous mets en 2 aujourd'hui. La question de la lucidité, on y reviendra. Éric, tu étais optimiste. Tu as dit 2,5, mais à des années-lumière. Oui, ce que je dirais en premier lieu, et ça fait écho à ce que disait César, c'est le décalage entre ce qui est dit, ce qui est déclaré notamment par les grands groupes et les autosatisfaits qu'il peut y avoir sur l'incantation en fait, des réductions, les net zéro. Il y a énormément de déclarations qui sont faites. Les gouvernements aussi, hein. Si on écoutait tous les gouvernements, on aurait un petit peu d'espoir. Et la réalité en fait, de ce qu'on opérationnalise très concrètement sur le terrain. Et aussi la réalité du changement de logiciel. Aujourd'hui, on est enfermé dans ce logiciel et en fait, la rupture ou la radicalité, c'est encore un tabou. Donc je dirais que plus l'entreprise est grande, plus elle va se voir haut, mais en fait, plus elle est bas. Et nous, on a la chance à la Convention des entreprises pour le climat de travailler avec des centaines d'entreprises, des centaines de dirigeants. Donc on peut dire que les entreprises plus agiles, elles vont plus vite, elles essayent de monter. Et il y a en tout cas dans ce qu'on essaye de faire, d'abord une lucidité fondamentale sur où on est. Et je suis ravi que tu le dises, Laure. Oser dire un 2 sur 10 quand on est une entreprise, qu'on parle pour l'entreprise, c'est déjà courageux en soi. Et donc voilà, cette lucidité nous manque. Et la grande question, je pense qu'on aura dans le débat, c'est est-ce qu'un changement de logiciel et aussi d'imaginaire de succès pour les entreprises peut vraiment changer? Alors, comme on n'est pas là pour faire de la langue de bois, on est là pour mettre les pieds dans le plat et parler vrai. Tu parlais d'auto-satisfait. J'aimerais que tu nous donnes des exemples qui justifient ton 2,5. Je crois que quand on regarde les rapports qui sont faits sur l'extra-financier, aujourd'hui, donc les entreprises font de la comptabilité, elles doivent le faire pour payer des impôts, et puis elles doivent faire des rapports sur l'extra-financier, donc sur l'eau, sur les gaz à effet de serre. Quand on regarde ça, en fait, le temps qui est passé sur ces rapports, alors ils existent, hein, c'est 200 pages, 300 pages, notamment pour les grands groupes. Mais en fait, quand on est dans un grand groupe, on se rend compte que la concentration des efforts pour vraiment impacter ces résultats-là, l'extra-financier, c'est dérisoire par rapport à le temps qui est passé pour maximiser les profits. Et les bonus qui sont donnés au top management sont sur la génération des profits. C'est à peu près 4 ou 5% sur l'extra-financier aujourd'hui qui est dans les critères sur les bonus. Donc il y a un décalage énorme entre le focus, l'attention en fait, du top management dans les entreprises. Et aujourd'hui, c'est la maximisation des profits à 95% qui est la source de décision au jour le jour. Et donc ça, on le sait, et il y a une énorme dissonance dans les entreprises, notamment les grands groupes, sur ce décalage entre ce qui est déclaré et vraiment la réalité des prises de décision. Alors, on finit ce tour avec Aurélien. Alors, je vois que vous avez tous décidé de se tutoyer, donc je vais me mettre dans le tutoiement. Aurélien, tu disais non, on ne quantifie pas, ce n'est pas sérieux. On est dans cette phase un petit peu d'état des lieux.
Que souhaites-tu partager avec nous sur le sérieux des entreprises aujourd'hui? Bah, en fait, je voudrais presque les disculper. Les entreprises ne sont pas sérieuses, bien sûr, mais elles ne peuvent pas l'être, en fait, parce que les entreprises, comme les individus, qu'elles reflètent dans une large mesure, ne peuvent pas avoir des comportements vertueux dans un système dont les attendus sont fondamentalement vicieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de jouer à un jeu en espérant qu'il va décider de perdre. Si le jeu se joue comme ça, alors il faut changer la règle. Et il faut appeler victoire autre chose que ce dont nous sommes coutumiers. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la modalité, c'est la finalité. Or, les entreprises, et on ne peut pas le leur reprocher, en tant qu'émanation d'une croyance et d'une symbolique systémique, cherchent à modifier les modalités pour parvenir à la même finalité. Mais globalement, et au-delà de l'immédiateté, notre finalité, c'est l'artificialisation du réel, donc la destruction de la vie. C'est la finalité qu'il faut interroger, et pas la manière dont on atteint ce but qui, finalement, nous fera tous perdre. Donc là, je vois que mes amis ont évoqué presque tous les émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment un point important, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais je voudrais quand même préciser que c'est vraisemblablement le point le moins important de toutes nos préoccupations écologiques. C'est extraordinairement moins important que la chute de la biodiversité. Et en fait, la raison pour laquelle on parle autant des émissions de gaz à effet de serre qui sont presque anecdotiques par rapport aux autres raz-de-marée qui nous emportent, c'est précisément parce que c'est notre problème le plus simple. C'est notre problème le plus simple parce que c'est celui qui est quantifiable et c'est celui qui peut encore nous donner l'illusion totalement délirante que nous sommes face à un problème d'ingénieur qui aurait une solution technique. C'est faux. Mais avec les gaz à effet de serre, on peut encore peut-être un tout petit peu faire semblant de le croire. C'est dit. Pas de notes et pas d'applaudissements. C'est la règle du jeu. Pas de notes, pas d'applaudissements. Moi, ce qui m'interpelle tout de même et que je n'arrive pas à comprendre, mais j'imagine que vous avez tous des raisons très logiques à cela. Je disais tout à l'heure 1972. Tu disais 1995, COP numéro 1. En fait, pourquoi en sommes-nous toujours là, soit avec pas de notes et on se plante complètement, on essaie de résoudre un problème qui est peut-être anecdotique par rapport à Raz-de-marée qui nous attend, ou bien on est sur du -9, du 2, du 2,5, en tout cas la cata. Eric, est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce qui fait que 50 ans après 1972, on en soit là? Alors, complètement d'accord avec Aurélien sur le diagnostic et en fait ce regard sur le climat qui nous empêche de regarder les autres éléments, les autres limites planétaires et la complexité d'une remise en question systémique. Et donc on voit et on se dit on va pouvoir résoudre et garder notre mode de vie en fait en essayant d'avoir une résolution technique. Donc ça c'est le premier point, mais même ça on n'arrive pas à le faire. En fait, même la décarbonation, en fait le plus facile, on n'arrive pas à le faire. Donc moi, ce que je poserai là, c'est une théorie qu'on appelle le triangle de l'inaction. Et donc dans ce triangle, on a 3 côtés. On a, on va dire, les gouvernements, la force politique, les citoyens, qu'on peut dire ils sont consommateurs, ils sont citoyens, mais aussi consommateurs, et les entreprises. C'est une simplification, mais voilà, 3 grands acteurs de l'activité économique. En fait, tout le monde se regarde dans ce triangle et tout le monde aimerait bien que ce soit les autres qui bougent. Donc quand on écoute, par exemple, le MEDEF ou les grandes entreprises, ce qu'on va entendre, c'est nous, finalement, on répond aux besoins des consommateurs. Donc on attend que les besoins changent, et si tout le monde veut du bio, on va faire du bio, en fait. Et donc, c'est ça la solution. C'est attendre que les consommateurs changent ou veuillent réduire. En fait, on sait que ça prend 1, 2, 3 générations pour avoir des vrais changements de comportement d'achat. Donc si on attend encore 1, 2, 3 générations, ça sera trop tard. Du côté du politique, on sait que ce n'est pas forcément là qu'il y a le plus de courage. On est quand même souvent en train d'attendre, voir les effets et de suivre des vents porteurs. Et aujourd'hui, nous, on a pas mal de contacts avec les forces politiques dans le cadre de la Convention des entreprises. Et c'est vrai que le système hyper pyramidal, hyper protocolaire et cette absence de courage politique fait que, personnellement, je n'ai aucun espoir sur une impulsion qui viendrait du pouvoir politique. Donc, on se retrouve ensuite avec les entreprises. Et là, on est sur le même diagnostic que ce qu'on s'est dit ensemble. C'est que, en fait, les règles du jeu aujourd'hui de maximisation du profit
conduisent à l'artificialisation. Et finalement, ce jeu, par lui-même, empêche les entreprises de se remettre en question. Donc voilà, dans ce triangle, en fait, voilà, tout le monde se regarde, tout le monde attend que les autres bougent, et on a une inaction qui est aujourd'hui gravissime. Tiens, faisons le point d'ailleurs. Qui ici est étudiant? Déjà qu'on voit un petit peu la population étudiante. Ah oui, bravo. Qui ici est dans le monde des entreprises? Ah oui. D'accord. Qui ici est représentant des pouvoirs publics? Ah, je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. Merci. En live, vous aurez compris, il y en a un. Mais il est au premier rang. Qui ici est citoyen? Alors Aurélien, pourquoi en sommes-nous là? Comme désespérant. Oui, enfin, en même temps, ça fait quand même bien longtemps qu'on a vu les ravages du colonialisme et on sait que le néocolonialisme a fait vraisemblablement plus de morts que les 2 dernières guerres mondiales depuis 1950. Ça fait un moment qu'on connaît les ravages des bombes atomiques et les armes nucléaires continuent de proliférer. Finalement, ce n'est pas spécifique à la question écologique, hein. C'est un problème qui est un peu plus vaste que celui-là. Moi, je crois que le véritable point bloquant, en fait, c'est qu'on en reste à une question dont l'apparence serait celle de l'évidence de l'enjeu, de l'objectif et de la finalité. Autrement dit, on ne se demande pas ce qu'on veut. Vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle. On réfléchit beaucoup sur les externalités négatives, comment baisser la consommation, comment faire en sorte que les addictions diminuent un petit peu, etc. Très bien. Mais est-ce qu'on peut se demander si, en soi, c'est quelque chose de mélioratif pour la société ? Est-ce qu'en soi, un logiciel qui vous empêche de penser, qui vous propose du contenu qui corrobore déjà vos croyances, qui empêche l'exploration, qui va lire vos CV, etc., est quelque chose qui nous rend plus heureux? Et c'est ça le problème. C'est qu'on fait comme si la science et la technique pensaient pour nous. Or, ce n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple hors sujet, mais il est quand même dans le sujet parce qu'aujourd'hui, on a tous des difficultés pour venir à cause des grèves. J'entends de grève, donc, eu égard à la réforme des retraites. Ce que je voudrais montrer avec cet exemple, c'est notre absence de questionnement. Vous voyez, l'argument des gens sérieux, vraisemblablement beaucoup de professeurs de cette école, en gros, c'est que on ne pourra bientôt plus payer les retraites. Donc, puisque certains ont déjà des pensions faibles, si on ne veut pas que ces pauvres gens aient encore moins, et là on pleure un peu, alors il faut bien travailler davantage. C'est factuel. Que vous soyez de gauche ou de droite, c'est un fait économique incontestable. En réalité, derrière cette assertion, il y a une idéologie extrêmement profonde qui est masquée et qui n'est pas interrogée, pour au moins 3 raisons. Je vais être très bref. La première raison, c'est que c'est sous hypothèse d'une absence radicale de redistribution. Parce qu'évidemment, avec un peu de partage, il n'y a aucun problème pour baisser l'enveloppe globale, tout en s'assurant que les plus démunis ne voient pas leur niveau de retraite baisser. Mais le mot partage, c'est stalinien. Il ne faut même pas l'envisager, c'est impossible. Mais quand on y réfléchit, ça, ce n'est pas seulement capitaliste, en fait. C'est capitaliste à la puissance 10. Parce que, encore, que les gens aient des revenus différents en fonction de leur activité, on peut le questionner, on doit le questionner, mais on peut le comprendre aussi. Mais là, ce qu'on dit, c'est que les gens auront des revenus différents pour la même activité, à savoir ne rien faire. Donc, le repos des riches vaut beaucoup plus que le repos des pauvres. C'est quand même ça qu'on entérine en ce moment. Deuxièmement, comme l'a rappelé Jean Covici ici même, on a tous environ 500 esclaves qui travaillent pour nous en ce moment, du point de vue énergétique. On a construit ces machines pour nous libérer des tâches désagréables. Et avec 500 esclaves, on n'est pas foutu de ne pas travailler plus. On a quand même un peu raté quelque chose. Et troisièmement, du point de vue écologique, la seule et unique mesure qui a un tant soit peu de sens et de signification, c'est de baisser la production. Tout le reste, c'est du greenwashing. Oui, mais travailler plus, c'est pour produire plus. Donc on vient de prendre la mesure la plus drastiquement anti-écologique possible, à savoir augmenter encore la production et donc le suicide collectif. Le sérieux n'est pas dans le camp que vous pourriez croire. Ils suivent pas tes recommandations. On n'a dit pas d'applaudissements, pas de notes. Allez, tu as lâché le mot greenwashing. Je vais me tourner vers César. César, tu dois voir des entreprises, j'imagine, un minimum sérieuses,
Peut-être que tu vois des entreprises en grand greenwashing, en tout cas tu les vois. Peut-être peux-tu nous rappeler rapidement ce qu'est Carbone 4 ? J'imagine que tout le monde le sait, mais on est là aussi pour assurer que tout le monde puisse suivre. Eh bien, qu'est-ce que tu vois et quelle évolution depuis quelques années ? J'ai l'espoir de croire que quand même, il y a une trajectoire, une tendance de signaux faibles. Sinon, certainement, on ne serait pas en train de se poser cette question ce soir quand même. Alors, j'espère que je ne vais pas te décevoir. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que Carbone 4 ? C'est un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de changement climatique et transition énergétique. On fait aussi de la biodiversité. Et on est basé un petit peu partout en France, Paris, Lyon, Rennes, Toulouse. Et on accompagne les entreprises et les acteurs publics et parapublics dans leur transition. Alors, qu'est-ce qu'on observe, nous, côté Carbone 4 ? C'est qu'effectivement, on a une demande croissante d'entreprises qui viennent nous voir pour faire des choses ensemble. Après, je ne pense pas que ce soit un proxy particulièrement bon pour dire que ça bouge. Je crois que c'est un proxy qui dit qu'il y a une sorte d'affairement ou d'intérêt, mais pas forcément d'action, ou en tout cas encore moins d'actions qui vont réellement aller dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, de ma fenêtre, et elle est toute petite, et je n'ai pas tout vu, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que on a une tendance, comme tu le dis, à l'incantation, souvent, qu'on essaye, nous, de réduire au minimum. Si je prends un tout petit exemple, on a aujourd'hui une frénésie sur les pledges. Donc, si on peut passer, je ne sais pas si on voit les slides, mais pour un peu illustrer la grande différence entre ce qu'est une intention et une action, vous avez ici un magnifique graphique qui nous vient de Climate Action Tracker, qui est une ONG, et qui, chaque année, remet à jour en fait, où on en est dans, dans les objectifs de l'accord de Paris. On a un objectif 1.5 qui est extrêmement radical, hein, qui demande de réduire de moins 5 à moins 7% par an les émissions. Et puis on a des courbes là, bleues, qui sont un peu rigolotes, parce que la première en haut, c'est Policies and Action, qui veut dire en gros où on va en 2030 si on réussit à tout implémenter. Donc on voit qu'en gros, ça stagne. En 2030, on va émettre, si tout va bien, ou en tout cas tel que prévu, autant qu'aujourd'hui. Et si on regarde les pledges, c'est-à-dire ce que les États promettent, on est légèrement mieux. Mais on voit que le gap est énorme. Donc ça, c'est un petit peu tout le monde, hein, c'est le monde dans son ensemble. Et si on fait un zoom sur les entreprises, juste pour vous donner un exemple sur le deuxième point, donner un petit peu la différence entre ce qu'est une intention et une action réelle. On parlait du net zéro. Alors j'aurais pu dire 0 sur 10 d'ailleurs, parce que tout le monde veut se réclamer 0 maintenant. En fait, on a un gap là aussi sur l'ambition affichée par les entreprises. On a donc cette ONG allemande qui s'appelle New Climate Institute qui a fait cette analyse de 25 multinationales qui représentent les plus grandes, parmi les plus grandes entreprises mondiales, qui ont committed, qui ont engagé un net zéro. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles apparaissent en termes d'engagement, c'est beaucoup plus fort que ce qu'elles font réellement en termes d'actions concrètes. Et que le reste, en fait, est un mélange d'omissions convenables et d'instruments un petit peu douteux comme la compensation carbone. Donc, de la fenêtre de Carbone 4, on voit beaucoup d'affairements, on voit un certain nombre d'entreprises qui font les choses très bien et qui veulent le faire et qui essayent d'aller le plus loin possible dans ce qu'il est possible de faire dans ce talon accessible par elles, dans le paradigme qui leur est donné en tant qu'entreprise. Mais on voit aussi, on va dire, du wishful thinking qui peut être un peu décourageant pour tout le monde, pour nos clients et pour nous. Alors, très rapidement, le pire greenwashing, exemple type. Et ça ressemble à quoi ? Le greenwashing, alors évidemment, je ne citerai personne. Parce que non, mais en comportement. Chacun il y a différents types de greenwashing. Ouais, alors, en fait, le greenwashing, comment est-ce qu'on le définit, hein, c'est le fait de dire qu'on fait des choses qui sont en fait beaucoup plus fortes que ce qu'on fait réellement. Et donc, il y a des types de greenwashing qui ont trait, par exemple, à l'omission. C'est-à-dire, on dit qu'on fait un certain nombre de choses très bien, mais qui représentent que 0,5% de ce qu'on fait réellement. Par exemple, j'investis dans les énergies renouvelables, et en fait, ça représente 1% du CAPEX engagé chaque année. Et on se rend compte que les 99 autres pourcents sont sur des projets d'extraction de produits fossiles, par exemple. On a aussi l'exemple de marques de voitures, là aussi, je cite personne, qui vont dire, voilà, acheter ce gros SUV qui pèse 2 tonnes, et à chaque SUV vendu, on va planter 200 arbres. Comme si c'était une compensation suffisante.
Allez, pour qu'on puisse avancer, un peu définir cet état des lieux, on comprend que le sérieux, il n'est pas vraiment là. Alors on va essayer de l'apporter un petit peu le sérieux. De ma fenêtre, vous me semblez tous les 4 sérieux. Alors, tout petit intermède personnel, avant qu'on attaque cette partie sérieuse. À qui vous devez, à quel moment vous devez, vous, tous les 4, individuellement, d'être ici ce soir, d'être engagés sur ces questions et d'être plutôt sérieux. Vraiment, très rapidement, on se fait une petite fenêtre, une petite parenthèse. Eric, tu dois ça à qui, à quoi? Alors moi, je peux le dire, je fais mon coming out. Je le dois à la personne qui est assise à ma droite, à Aurélien. La première fois que j'ai eu le choc, c'était Aurélien qui parlait pendant 10 minutes. C'était il y a 4 ans. J'habitais aux États-Unis à l'époque. J'avais une empreinte carbone horrible. J'étais très très loin de ces sujets. Je travaillais dans un grand groupe, dans le logiciel de ce grand groupe. Et c'est vrai que c'est la première fois que je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Et en fait, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Et j'ai mis 2 ans de plus avant de m'engager. Et la prise de conscience, elle est venue, je me souviens très bien, du moment, les Américains appellent ça le « oh my God effect », le moment où on se dit, mais en fait, on est foutu. Et ce moment-là, c'est suite à des interviews, des podcasts, des lectures. Et je me suis dit, mais en fait, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de gravissime qui va se passer. Et après, bon, tout de suite après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va pouvoir agir? On en reparlera. Mais voilà, je me souviens de ce moment exact. Laure, à qui, à quoi tu dois d'être là, ici, ce soir? Alors, moi aussi, je dois à mon voisin de droite, mais pas le même. Eric, merci de nous avoir embarqués dans la CEC. Merci de nous avoir fait prendre conscience de l'urgence, que l'échelle de temps est beaucoup plus courte que l'on se croyait et que du coup, les effets sont rapides, systémiques et qu'en fait, on n'a pas le choix que d'agir. Et je crois que le discours de Léa Falco, membre de Pour un réveil écologique, qui est venue témoigner à la dernière session de la CEC, m'a profondément marquée parce qu'elle nous a dit qu'on allait être tenté de déserter parce qu'en fait, on avait beaucoup évolué pendant toute la CEC et qu'on allait vivre avec une sorte de dissonance cognitive. Et donc, elle nous a demandé de rester, y compris quand c'est dur et surtout quand c'est dur. Et elle nous a dit que faire changer les règles du jeu, c'est compliqué, que la route sera longue, mais elle a conclu en disant « on a besoin de vous ». Et je crois qu'elle m'a donné l'énergie de rester, de me dire « ok, je vais rester, je ne vais pas aller faire autre chose, je vais me retrousser les manches, et puis on va y aller, et puis on va faire quelque chose de beau ». Et puis voilà. Donc merci Eric, et merci du coup aussi Léa. Merci. Allez César. Bravo à Léa. Ouais. Alors Laure. C'était Ils se connaissent pas, ça peut pas être vrai. Écoutez, alors je pourrais faire une réponse méta à Aurélien en disant en fait c'est mon conditionnement social qui m'a permis de venir ici. C'est pas censé. Non, mais et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que moi je dois beaucoup au système éducatif français, gratuit, public, et c'est très bien qu'il existe, il faut le préserver. À ma maman aussi, sans laquelle je ne serais pas là, je crois. Et à 2 figures. Jean-Marc Jancovici, je pense que je peux le dire, qui quand même a énormément joué dans ma prise de conscience. Et je crois qu'avant lui, il y a un philosophe allemand à la grande barbe du 19e siècle qui a écrit un petit manifeste très croustillant et qui m'a, je crois, habitué à une certaine pensée systémique. Et le « Oh my God effect », je pense qu'il est venu de l'Allemagne plus que de la France. Aurélien. Oui, que tu as bien fait de ne pas citer ici. Le philosophe et le manifeste, j'entends. Oui, donc là, maintenant, je ne peux plus faire une méta-réponse puisque tu m'as piqué le truc. Non, sérieusement, je crois que la question n'est pas en fait pourquoi vous êtes engagé, mais comment se fait-il que certains ne soient pas engagés? Finalement, être un vivant qui n'aime pas la vie, c'est quand même un peu paradoxal quand on y pense. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à être engagé. C'est juste l'état normal d'un vivant qui souhaite continuer à vivre. Donc, ce n'est pas du tout nous qui sommes des espèces de héros, en fait. C'est juste qu'on a envie que nos enfants vivent, quoi. C'est un truc de base, en fait. Donc c'est très très immédiat, naturel et spontané comme comportement. Mais puisqu'on cite ceux qui nous ont un peu quand même émus, moi je vais citer un philosophe aussi, c'est Jacques Derrida, dont la puissance de la pensée déconstructrice est vraiment quelqu'un qui m'a appris à frissonner avec à peu près toutes les bribes du réel. Et mon oncle aussi, Claude Nurizzani et sa femme, Marie, qui sont les réalisateurs du film Microcosmos et qui m'ont aidé à voir qu'il y a de la beauté partout et en particulier dans l'infime. Allez, on poursuit. Et donc, il est temps de se dire, en fait, ça serait quoi d'être sérieux et ça veut dire quoi? Alors moi, très bêtement, je suis allée sur le dictionnaire.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne voilà, les 5 définitions et qu'on puisse du coup attaquer ces différents angles. Première définition de sérieux, grave, qui agit avec réflexion, et on voit à quel point l'heure est grave. Aurélien, je pense que d'un point de vue didactique, ça peut être bien que tu nous fasses un topo, et tu m'as dit que c'était très facile de le faire de manière courte, alors qu'il y a tellement à dire. Mais un topo, situation de la planète, c'est important de se mettre sur les faits. Alors tu m'as dit, bon, les faits sont biaisés, mais voilà. Comme tu me parlais de gravité, j'ai cru que ça allait être mon sujet de recherche, parce que la relativité générale, ça je veux bien aussi. D'ailleurs, c'est intéressant comme origine étymologique. Hein. La gravité, c'est grave, ça tombe. Comme l'Occident. L'Occident, comme vous le savez, étymologiquement, c'est le lieu de la chute. Et c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Ben oui, c'est là où le soleil tombe. Alors, c'est pas de ça dont vous voulez parler. 3 chiffres, c'est ceux que je répète tout le temps. En quelques années, on a éradiqué environ les 2 tiers des insectes. En quelques décennies, on a éradiqué les 2 tiers des mammifères sauvages. En quelques millénaires, on a éradiqué les 2 tiers des arbres. Donc, c'est fait. C'est pas une crainte pour demain. C'est déjà dans le passé. On sait maintenant que le taux d'extinction des espèces est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que la normale. On sait que 800 000 êtres humains meurent prématurément chaque année de la pollution en Europe. On sait que les particules fines ont vraisemblablement fait baisser l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. On sait que l'Europe est devenue une constellation de puits de polluants dits éternels. Hier, les Nations Unies nous alertaient sur le fait que l'eau douce était en passe de devenir une ressource précieuse et en situation de manque chronique. Donc, on pourrait multiplier ad infinitum les exemples. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement dévastées. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une crainte pour ce qui va se passer, mais nous sommes déjà au cœur d'un effondrement dont seuls quelques privilégiés comme ceux qui se trouvent dans cet amphithéâtre ce soir, n'ont pas tous nécessairement conscience parce qu'effectivement, dans certains pays, certains et certaines ne le ressentent pas encore dans leur chair. Donc on le voit au-delà de ces exemples, dirais-je, ciblés, dans l'interruption des cycles biogéochimiques, dans l'acidification des océans, dans la recrudescence de la pollution, dans l'artificialisation des terres, dans la destruction des habitats, dans la surexploitation des ressources, dans le réchauffement climatique, dans la prolifération des espèces invasives mises en place par les humains, et dans ce qu'on nomme parfois, et que j'ai moi-même évoqué sous le vocable de chute de la biodiversité, mais je trouve finalement qu'il y a une sorte de confusion taxinomique, parce que la chute de la biodiversité, ce n'est pas un problème qui engendre la catastrophe, c'est la catastrophe. La vie s'effondre sur Terre. Ce n'est pas une cause, ça, c'est une conséquence. Ce n'est pas un facteur à comparer au réchauffement climatique ou à la pollution. Le réchauffement climatique, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont ses conséquences. Alors que la chute de la biodiversité, c'est un mot très édulcoré, c'est encore une fois, hélas, un mot technique pour parler de la disparition de la vie. La disparition de la vie, c'est en tant que tel le problème. Tu vas garder le micro pour qu'on puisse continuer. Parce que, effectivement, comme tu le disais au début, le Kidam moyen, je m'inclus, il y a encore quelques temps, avait principalement le climat. Je croyais que c'était le climat le problème. Hein, et puis tu nous remets directement, attention, le climat, c'est une petite partie, et en plus, c'est loin d'être le plus gros problème. Est-ce que tu peux continuer à expliquer, alors rapidement certes, en quoi le climat est un petit problème, et pour toi, donc, qu'est-ce qui va se passer, cet effondrement? Comment va-t-il se matérialiser? À quelle échéance? Que disent l'état de la connaissance, l'état de la science à ce titre-là? Oui, alors évidemment, c'est assez facile aujourd'hui, dans le cadre des analyses systémiques, de comprendre que nous sommes dans un réseau intercorrélé de facteurs systémiques qui sont l'un et l'autre en train de se soutenir et qui fait que finalement, diriger l'extincteur sur le haut des flammes ne peut pas engendrer une catastrophe qui est de nature civilisationnelle. Mais ça, je le laisse finalement aux spécialistes, que je ne suis pas. Hein. Moi, je suis astrophysicien, donc vous voyez par exemple les travaux d'Arthur Keller, qui est à temps plein sur cette question. Je ne veux surtout pas me supplanter aux véritables experts. Ce que je voudrais plutôt souligner, mais quand même en écho à ta remarque, c'est qu'au-delà de cet effondrement, le point quand même nodal serait de se demander ce que nous souhaitons. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce que quand on parle d'effondrement, on fait comme si tout allait bien, sauf ce qui va nous arriver.
Mais en fait, ce n'est pas vrai, ça. On est déjà dans un atrophie de ce que certains appellent la cosmopoétique du réel, qui atteint un niveau tel que quand bien même il n'y aurait pas d'externalité négative, c'est peut-être pas une très bonne idée de ce que nos enfants, et souvent nous-mêmes, connaissions mieux le son des notifications Twitter que le chant des oiseaux. Et ça serait déjà un problème, même si les oiseaux ne disparaissaient pas. On est dans une sorte de démarche d'éradication de tout ce qui fait le sens d'un vivant par rapport à une machine. Et je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on ne se surfocalise pas sur le fait que ce n'est pas tenable. Quelque part, c'est une bonne nouvelle que ce ne soit pas tenable. Ce n'est pas le problème que ce ne soit pas tenable. Le problème, c'est que c'est intrinsèquement de la merde. Et c'est ça qu'il faut regarder, je crois. Deuxième définition, qui ne plaisante pas. Je me disais, tiens, est-ce que le sérieux est en train de changer de camp et qui fait écho à une troisième définition, solide. Laure, c'est quoi un plan solide? On estime autour de cette table, enfin en tout cas en ce qui concerne Eric et moi-même, Rossignol semble avoir un plan solide. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que tu peux nous parler de ce plan? Alors oui, on a un plan. On a un plan sur lequel souvent notre CEO dit effectivement, on n'est pas là pour rigoler et effectivement, on va le mettre en œuvre. Ça va pas être facile, mais on y va. Aujourd'hui, on a un plan stratégique effectivement porté par notre CEO et puis qui est largement communiqué en interne et en externe pour dire ok, on est parti, voilà tout ce qu'on veut faire et qui est basé bien évidemment sur la réalité de notre entreprise. Parce que oui, on a une responsabilité environnementale, mais aussi sociale, qu'on emploie aujourd'hui 1300 personnes dans le monde, qu'on a de nombreux fournisseurs et sous-traitants, et que passer du produit au service, ça nécessite d'agir sur le long terme. L'objectif, c'est d'utiliser, on dit souvent, les années 20 pour être prêt pour les années 30. Donc aujourd'hui, notre plan, il a comme objectif de lancer des actions d'innovation sur nos produits en lien avec du coup des produits low carbone et de travailler sur la fin de vie de nos produits et de travailler à du coup trouver des solutions d'upcycling, de seconde vie. Alors certes aujourd'hui tout ce qu'on a fait c'est des petits POC chez nous, mais c'est déjà des réalisations qui montrent à nos salariés que ça bouge, qu'on fait des choses, qu'on a mis en place et qu'on vend actuellement un ski recyclable. On est arrivé à faire cette innovation-là en collaboration. On est arrivé à vendre des articles upcyclés. On arrive à faire des défauts d'aspect. Et en fait, on fait des nouvelles choses qu'on ne faisait pas avant pour montrer que oui, on est en train d'initier des changements dans notre business model et on ne fait plus que vendre uniquement, uniquement des skis. Dans ce plan, on axe aussi sur nos usines parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de salariés dans nos usines. On sait qu'on doit transformer ces emplois. Donc aujourd'hui, on peut faire de notre principal site en France qui fabrique des skis, la première usine de skis recyclables à faible impact, et puis surtout la première usine qui sera capable de récupérer les skis, de les remettre en état, de faire de la seconde main, de la réparation, et puis enfin du recyclage. Donc aujourd'hui, on sait qu'on doit transformer nos emplois, mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc petit à petit, on commence à initier ces changements dans nos usines pour qu'on sache faire autre chose que simplement fabriquer des skis. Et le troisième point de cet axe concerne du coup notre engagement vers un modèle d'entreprise plus contributif. Alors nous, on parlera pas de régénératif parce qu'on pense qu'on en est encore très 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 loin, mais on veut démocratiser l'accès à la pratique du sport, promouvoir la diversité en montagne. Aujourd'hui, on bosse déjà avec pas mal d'associations pour accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle, mais par le sport. Et on travaille aussi sur la diversité des activités physiques en montagne. Donc, on a compris qu'effectivement, la neige, ça n'allait pas continuer, voilà. Et que du coup, on devait, nous aussi, trouver de nouvelles activités. On a développé une application qui s'appelle OnPiste pour guider les sportifs sur des chemins balisés, sécurisés, et du coup, pour aider aussi les stations en transition, parce que les stations, comme nous, elles ont besoin de changer de business model, elles ont besoin de se réinventer, et on veut être là, à leur côté. Et aujourd'hui, on a des solutions, alors certes, en toute humilité, pas encore très au top, mais en tout cas, on a des solutions pour les accompagner et pour essayer de construire avec eux quelque chose de plus résilient pour la montagne. Donc voilà, on agit à notre niveau, on espère pouvoir montrer des exemples de réalisation et on est conscient, bien évidemment, que le chemin il est long et que la tâche et l'enjeu est immense.
Merci de cet exemple de plan solide. César, une autre définition est digne de confiance. Alors, peut-être qu'on y reviendra dans les questions-réponses, on ne va pas être trop long. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les indicateurs? Mais on va avancer ensuite sur les scénarios qui s'offrent à nous. Digne de confiance, donc alors, en fait, effectivement, il existe ce qu'on appelle des référentiels qui cadrent des manières de faire des choses pour les entreprises, donc que ce soit le reporting, c'est-à-dire combien on compte, le carbone, etc. Donc là, je suis vraiment uniquement sur le changement climatique, ou alors des frameworks qui les aident à se fixer une trajectoire de réduction. Donc ça, c'est des choses qui peuvent éventuellement augmenter le niveau de confiance que la société civile peut avoir vis-à-vis des entreprises. Après, il y a quand même plusieurs trucs à dire. La première chose, c'est que ces reporting, ces frameworks, ces cadres, ce n'est pas les entreprises qui les ont inventés, c'est la société civile et c'est le régulateur. Donc, c'est plutôt, on peut même carrément dire que souvent les entreprises sont les moins disantes structurellement sur ces réglementations. Pourquoi? Parce que ça les réfrène, mais heureusement qu'il y a la société civile et la réglementation pour le faire. La deuxième chose, c'est que, en gros, ça ne concerne, là, ce que j'ai cité, là, les reporting et les promesses, ce n'est qu'un reporting et c'est qu'une promesse. Aujourd'hui, si on veut être digne de confiance, il faudrait idéalement réussir à contrôler la manière dont une entreprise, par exemple, réduit ses émissions. Or, aujourd'hui, il n'existe absolument aucun cadre pour contraindre une entreprise de réduire ses émissions. Rien n'existe. Et la troisième et dernière chose, c'est que quand on dit qu'il faut rendre les entreprises dignes de confiance, presque ça délimite en creux l'immensité des choses sur lesquelles on ne leur fait pas confiance. Et à la limite, on a raison de le faire, non pas parce que les entreprises, c'est des méchants, etc. Moi, je ne crois pas du tout en l'explication sur les personnes. Moi, je suis convaincu que les entreprises, c'est constellé de personnes qui veulent faire les choses bien, et heureusement, mais c'est plus systémique. C'est en fait ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien, sur on ne peut pas attendre des entreprises qu'elles aient des comportements vertueux dans un monde vicieux. Et en l'occurrence, le vice originel, c'est qu'une entreprise, c'est quoi? Mais c'est une définition extrêmement simple, c'est une entité qui doit maximiser son profit. Et si on ne touche pas à cette définition, la non-destruction des conditions d'habitabilité de la Terre ne peuvent être au mieux qu'un co-bénéfice accidentel. Mais à la fin, si on ne touche pas au cœur de la machine et qu'on reste dans les marges, on ne pourra pas être digne de confiance vis-à-vis du grand public. Alors, dernière définition de mon petit dictionnaire, sincère, et c'est peut-être là qu'est la clé de la bascule. Ça interroge sur l'authenticité. Hein, tu parlais de greenwashing tout à l'heure. Eric, avec la Convention des entreprises pour le climat, tu nous en parleras aussi plus tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que cette CEC. Mais tu en vois et tu en côtoies des centaines de dirigeants. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, du côté de la sincérité? Que constates-tu? Alors, ce n'est pas une question facile parce que je ne me permettrai pas de faire un jugement moral sur les personnes. Oui, est-ce qu'elle est sincère ou pas? Je dirais 2 mots pour tester cette sincérité. C'est le mot agenda et c'est le mot hamster. Alors, pourquoi hamster? En fait, on est quand même tous, dans nos vies, dans la rapidité de nos vies, des hamsters qui tournent dans une cage. En fait, quand on discute avec des dirigeants d'entreprise, est-ce que cette vision méta, de se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont en train de tourner dans une cage, à regarder les mêmes indicateurs depuis des années, à essayer de maximiser le 0,1% sur le prix, sur les marges, et de se dire, mais est-ce que vraiment je fais le pas de côté pour me rendre compte que je suis dans un système qui est en train de faire la destruction, la dévastation de la planète, ce qui est avéré? En fait, beaucoup de dirigeants ne s'en rendent même pas compte. Ils sont à un très haut niveau d'intelligence, mais ne se rendent même pas compte que tous ensemble, on est en train de dévaster la planète. Et donc, cette première question, c'est est-ce que sur le diagnostic méta systémique qui est en train de se passer, on a des dirigeants de très grands groupes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe? Donc ça, c'est le premier test de sincérité. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir ce niveau-là? Et le deuxième, c'est l'agenda. Est-ce que votre agenda, monsieur le directeur, reflète vos priorités? Ou madame? Ou madame. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on peut aborder sur le pourcentage de directeurs d'entreprise qui est 85% et 15% de femmes dirigeantes. Dans la CEC, c'est 40% de femmes dirigeantes. Hein. Mais c'est hyper important. On a la grande majorité des grands groupes aujourd'hui qui parlent du triptyque People, Profit, Planète. Donc le profit serait 33%, la planète 33% et les gens quand même, c'est important dans une entreprise, 33%. En fait, quand on regarde l'agenda,
c'est, encore une fois, le temps qui est passé sur l'optimisation du profit, c'est 95%, et le temps sur la planète, le diagnostic, les actions sur la planète, c'est 12 minutes par mois sur ce truc. On le met à l'agenda, la Minute Planète, on en parle, mais on sent très bien qu'il n'y a pas ce focus. L'agenda ne reflète pas ça. Nous, on l'a vécu dans la CEC. On a demandé, il y a beaucoup de dirigeants qui ont fait la CEC qui sont là aujourd'hui, 10 jours sur une année pour un dirigeant d'entreprise. 10 jours pour vraiment faire le diagnostic et essayer de faire une feuille de route à la hauteur des enjeux. Mais c'est hyper dur. Pourtant, c'est 10 jours sur 220 jours travaillés. Et ça, on nous dit, mais c'est impossible. Alors qu'en fait, c'est quand même l'enjeu de tous les enjeux. Ça devrait être la moindre des choses que d'aller passer ces 10 jours-là pour vraiment être sérieux sur le sujet. Donc, elle est là, la sincérité. Est-ce que votre agenda, regardez-le, est-ce qu'il reflète l'état du monde? Allez, on est là pour être sérieux et se projeter. Et comment on peut être davantage sérieux à l'avenir? Face à ce constat, vous semblez tous les quatre indiquer qu'il y a un impérieux besoin de radicalité. Ce mot radicalité fait peur. Le mot décroissance, il y a encore 10 jours, quelqu'un m'a dit « Mais Anne Fleur, le mot décroissance est une ineptie, c'est une absurdité. » Quelqu'un de très sérieux. Du coup, quel scénario face à ce qui nous attend? Aurélien, il me semble que tu prônes, et je suis sûre que tu vas me dire non, pas du tout, une décroissance radicale. Alors, que prônes-tu, en fait, face à cela, pour être sérieux? Oh ben, moi, je ne suis pas un prophète ni un gourou, hein, je prône rien du tout. Simplement, tu me l'enverras quand même, celui qui te dit que la décroissance, c'est aberrant, parce qu'il faudrait qu'il retourne, peut-être pas au collège, mais plutôt à l'école primaire. C'est quand même une analyse scientifique qui est stupide à un niveau assez extraordinaire. En fait, je vais faire un petit commentaire désagréable, mais en toute amitié. Je suis absolument convaincu que ce que tu fais, ce que fait l'entreprise que tu représentes, est probablement ce qu'on peut faire de mieux. Donc, c'est absolument pas une attaque ad hominem. Je pense qu'à ta place, je ferais sans doute moins bien. Donc, c'est vraiment pas une critique par rapport à ce qui est fait. C'est une critique par rapport à ce qui est faisable. Donc, c'est pas une attaque personnelle du tout. Mais je veux quand même que quelqu'un dise ici que quand bien même, ça serait 100% recyclé et zéro émission de gaz à effet de serre, le ski dévaste la montagne. C'est ça le problème. La montagne, mais vous le savez quand même, vous êtes grenoblois, la montagne est complètement pourrie à cause du ski. Ce n'est pas à cause des émissions de gaz à effet de serre de la construction du ski. C'est parce qu'on ne va plus affronter, s'émerveiller, s'envoûter de la montagne. On va consommer de la montagne. On a cette attitude-là à notre environnement. Et même si cette entreprise était la plus vertueuse possible, et je veux bien croire qu'elle ne soit pas loin de l'être, une fois de plus, ce n'est pas une critique, elle participe quand même à un système de destruction extraordinaire. Vous avez vu quand même ces villages de montagne où vous avez 150 citoyens votants et 30 000 lits. C'est un niveau d'artificialisation qui fait pleurer, et je le dis en un sens non métaphorique et littéral, les véritables montagnards que je connais. Mais ce n'est pas une attaque personnelle, parce que c'est vrai pour moi aussi. Moi, je fais de la relativité générale, de la gravité quantique, j'ai l'impression d'être un chic type. Mais c'est exactement pareil. Je participe de la même manière à un système global de technosciences, d'artificialisation et de réification. Donc, on soit bien clair, hein, les méchants ne sont pas les représentants du secteur privé contre les gentils intellectuels universitaires. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, et ça serait très erroné. Alors, ta question, pour répondre très simplement, les scénarios, ils sont simples, hein. Comme vous le savez mieux que moi, on est essentiellement au peak oil, au moins pour les conventionnels, ce qui veut dire que l'énergie qui reste est comparable à l'énergie qu'on a déjà utilisée, ce qui veut dire que de toute façon, la décroissance, on va l'avoir. Que vous soyez de gauche ou de droite, ça ne change rien. La décroissance, ça commence maintenant et ça aura lieu de toute façon. Ça, c'est un fait scientifique. Ceux qui disent le contraire, retour à l'école primaire. Mais il ne faut pas croire que c'est une si bonne nouvelle. Parce que même si les quantités de fossiles diminuent, il en reste quand même à peu près autant que ce qu'on a utilisé, ce qui permet de nous placer, si on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte, dans le pire des scénarios du GIEC, donc dans une planète inhabitable pour ceux qui aujourd'hui en sont les vivants représentants, et d'autre part, ce qui engendrera des instabilités géostratégiques dramatiques, parce que comme vous le savez, 500 millions de réfugiés climatiques, ça ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est la trajectoire qu'on prend. La deuxième possibilité, ça serait en fait non pas de subir cette contraction énergétique, mais de l'anticiper.
de se dire en réalité, c'est ce que font les artistes par exemple, la contrainte est une aubaine. Parce qu'en fait, nous allions dans une direction qui était intrinsèquement dénuée de signification. Et donc, on va user de cette contrainte naturelle, physique, extérieure, pour repenser notre désir, notre téléologie, c'est-à-dire notre finalisme, quant à notre manière d'être à l'espace et d'habiter le monde. Ça, c'est le scénario optimiste que rien ne laisse présager. Et le troisième et dernier scénario, c'est qu'en fait, nos chers scientifiques, des gens comme moi, découvrent une source d'énergie propre et quasi inépuisable. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors là, bien sûr, on est sauvé. Je plaisante. C'est pire que tout. Pourquoi c'est pire que tout? Pour la raison qu'on martèle depuis le début. Parce que le problème, ce ne sont pas les externalités négatives, c'est la finalité. On utilise aujourd'hui essentiellement l'énergie pour raser les forêts et dévaster les fonds marins. Que vous le fassiez avec une énergie propre ou une énergie sale, ça ne change franchement pas grand-chose. À la fin, vous n'avez plus de forêt et plus de mer. Donc si nous avions une énergie infinie à disposition propre, ça serait évidemment, et sans le moindre doute, la pire situation pour notre avenir commun. Ok, donne-moi un enchaînement là, parce qu'après après Aurélien... Mais oui, je te vois prendre le micro, mais je Ouais. t'ai même pas posé de question, Non, non, Eric. si. Non, mais j'entends Ouais. un appel à de la radicalité, radicale, on va dire. Eric, je te vois plus dans une radicalité douce, ou en tout cas de rester dans... Mais oui, il est gentil, ça. il a l'air gentil, Eric. Une douceur. Alors, comment vois-tu cette radicalité douce? Déjà, est-ce un oxymore? On parle aussi de croissance verte, de radicalité nuancée aussi. À quoi ça ressemble? Et c'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette CEC et qu'est-ce qui te fait croire à ce modèle-là? Alors c'est vrai que j'ai l'air gentil, mais je suis très déterminé quand même. Il faut pas... moi j'ai lu le livre, le texte d'Aurélien. Et effectivement, sur ces 3 scénarios de qu'est-ce qui peut se passer, la continuation du scénario en cours, donc on continue sur cette trajectoire, comme le dit César, c'est ce qui se passe en ce moment, aucune inversion des courbes. Il parle d'une réforme substantielle, donc une réforme à l'intérieur du système. Et 3e scénario, une révolution. Donc une radicalité radicale. Donc moi, humblement, ma théorie du changement, c'est le scénario 2. Dont Aurélien dit qu'il est impossible. Donc, voilà, mais je le pose quand même, et c'est la théorie du changement de la Convention des entreprises pour le climat, qui est en fait un mouvement qui part du terrain. C'est une initiative citoyenne, on est une association d'intérêt général, et notre théorie du changement, c'est que tout part de l'humain, de la prise de conscience de personnes qui sont en responsabilité. Donc c'est vrai qu'on essaye d'aller vite dans le changement, donc de faire prendre une prise de conscience fondamentale, un vrai sursaut de conscience à des personnes qui sont en position de prendre des décisions à grand impact. Donc les dirigeants d'entreprise, j'expliquais tout à l'heure le triangle de l'inaction. Si on se dit que les citoyens, les consommateurs, ça va prendre 2 générations, que le politique, en fait, on ne peut pas compter sur la force politique, donc on se dit il faut vraiment que ça bouge beaucoup plus vite du côté des entreprises. Et l'idée, c'est de faire travailler pendant 10 jours, justement, ces dirigeants d'entreprise en collectif. Donc, ils étaient 300 en fait, à travailler dans une première session. Et là, on a 10 déclinaisons en cours. Et de se dire, s'ils prennent le temps du constat, un constat systémique. Donc, Arthur Keller a fait une conférence la semaine dernière, justement, sur en fait, la composante de toutes les limites planétaires. Si elles tombent toutes en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Et prendre le temps du constat et ensuite travailler sur des feuilles de route qu'on appelle la visée régénérative. Donc en fait, on se dit, on est content de nous, entreprise, que si on peut démontrer qu'on régénère le vivant, qu'on régénère la nature. Et donc évidemment, c'est extrêmement exigeant. Il y a moins de 1% des entreprises dans le monde qui aujourd'hui peuvent démontrer ça. Ça va beaucoup plus loin que le carbone. Hein. Ça touche vraiment le rapport aux ressources renouvelables, à l'énergie. Mais c'est la visée qu'on se donne. On se dit, c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre. Et ensuite, une fois qu'on a envie de ça, la question, c'est comment opérationnaliser. Et là, effectivement, on est à des années-lumière de savoir opérationnaliser cette transformation. Donc, juste pour terminer,
Ce qu'on se dit, c'est que peut-être que de l'intérieur, avec ces 300 dirigeants qui aujourd'hui sont plus de 1000 et on a énormément de demandes, et s'ils étaient 1000, 10 000 à vraiment vouloir inventer une entreprise, une économie régénérative, est-ce que ça, on peut changer l'air du temps et est-ce qu'on peut inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire passer d'une entreprise qui admet de faire la recherche de profit à tout prix vers une entreprise qui veut régénérer le vivant? Est-ce qu'on peut faire ce changement culturel-là? Nous, on s'est donné 10 ans pour le faire. C'est ça notre étoile polaire. Alors, tu parles de rupture et il me semble que tu voulais montrer le modèle. César, si on peut mettre la slide. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on peut y aller? Et à ton avis, puisque tu parles de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative, tu estimes la bascule à combien? Alors, non, parce qu'il ne faut pas quantifier. Donc, à quand, combien, ou le marqueur? Alors, si on va... En fait, là, ce slide, on l'a préparé un peu pour Aurélien, mais c'est ce qu'on utilise. En tout cas, on a mis le mot rupture dedans. Et on parle de rupture de modèle économique. Donc, on veut vraiment tous aller de la gauche vers la droite. Et déjà, c'est dans l'envie. Non, sur la slide. Je vous rassure. Et donc, aujourd'hui, le centre de gravité des entreprises, entre ce qu'on appelle le business as usual, c'est on continue notre trajectoire, comme si de rien n'était, et on continue à maximiser, mois après mois. Le responsable, c'est la RSE classique, donc qui se déploie. Il n'y a pas une entreprise digne de ce nom qui ne fait pas de la RSE aujourd'hui. C'est fondamental, au moins vis-à-vis de ses actionnaires. Et puis l'entreprise contributive, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. On se pose la question de l'entreprise, comment elle contribue à la société, comment on optimise. Mais c'est encore pas suffisant. On n'est toujours pas en train de régénérer nos écosystèmes. Donc, à droite du schéma, on est sur le régénératif. Et là, on a des définitions de ce que ça veut dire le régénératif. C'est hyper exigeant. Et c'est ce cheminement qu'on veut faire advenir. Au niveau de l'envie, qui change tout. Et ensuite, il y aura bien sûr l'opérationnalisation qui va être encore d'une très grande complexité. Alors, je vais venir sur une théorie marketing. J'en ai fait un petit peu dans ma carrière. Un point de marché, un point de bascule d'un marché, c'est à peu près autour de 25-30%. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui vont adopter un nouveau produit, une nouvelle technologie, c'est les 5 premiers pourcents. Et puis ensuite, ceux qui vont aller rejoindre cette envie, et c'est les 20% restants. Une fois qu'on est là, il y a tous ceux qui vont être les followers, ceux qui vont suivre, et le ventre mou, en fait, qui va venir faire cette bascule. Donc nous, on se dit que peut-être que ce point de bascule, on va l'atteindre. Et c'est vrai qu'on a des signaux encourageants. Déjà, il y a 2 ans, on n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la salle et des milliers de dirigeants en France. Donc voilà, c'est vraiment ce point-là, le 25-27%, où peut-être on se dit qu'on va ringardiser ceux qui ne bougent pas. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un effet très rapide d'entraînement. Comment tu réagis, Aurélien, à cette question du in et du out? On voit là tous les discours des étudiants sur la bifurcation, déserter, et certains qui appellent à rester. Tu appelles plutôt la radicalité out. Tu disais il faudrait fermer les écoles d'ingénieurs, peut-être fermer GEM, en l'occurrence, là où nous sommes, peut-être fermer HEC. Eric était à HEC avec la CEC la semaine dernière. Comment tu entends le discours que vient les mots que vient de prononcer Eric? Mais moi aussi, je suis quelqu'un de sympa, donc je les entends avec bienveillance. Non, mais moi, quand je parle de révolution, ça ne veut pas dire couper des têtes. En fait, ce que ça veut dire, c'est incorporer la réflexion axiologique, c'est-à-dire quant aux valeurs, dans l'ensemble de l'architecture. En fait, c'est uniquement ça que ça veut dire. Une révolution, ça veut dire qu'on ne questionne pas seulement les modalités internes au cadre, mais qu'on fait s'effondrer en quelque sorte le cadre, dans l'ensemble des contingences, c'est-à-dire dans ce qui peut être remis en cause. Et c'est ça qui est fondamental. Et ça ne passe pas nécessairement, évidemment, par le sang et la guillotine. Hein. Ce n'est pas du tout la question. C'est une révolution poétique, essentiellement. Mais cette révolution poétique, elle est encore plus dure à mettre en œuvre, parce que bien souvent, les révolutions sanglantes ne s'accompagnent pas de revisitations symboliques, ontologiques, axiologiques. Donc en fait, quelque part, c'est moins brutal, mais c'est plus difficile. Et c'est pour ça, sans doute, que nous ne le faisons pas. Et ce qui est important, si tu veux, par rapport à ce que tu mentionnes, c'est aussi de questionner les mots. Par exemple, on a parlé là de décroissance tous ici, comme s'il allait de soi
que vous étiez, là, vous, les économistes, détenteurs de ce mot. C'est un problème quand même. Quand on dit croissance sans aucun qualificatif supplémentaire, ça laisse entendre croissance du PIB. Enfin, c'est fou, en fait. Finalement, le PIB, c'est un truc, quoi. C'est un concept parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Et en plus, c'est un concept qui, de mon point de vue de physicien, n'a aucune existence réelle. C'est une convention sociale, en fait. C'est un truc qui n'existe pas, pour faire simple. On pourrait quand même, quand on parle de croissance, l'adosser à des choses un peu plus signifiantes que ça. Vous voyez, on s'est fait même voler le langage. C'est là aussi où il y a un travail de réappropriation à faire. Moi, je suis totalement pour la croissance des choses sérieuses, des choses qui ont du sens. Vous pouvez croître dans vos amours, dans vos idées, dans vos écritures de poèmes, dans vos compositions musicales, dans vos entraides, dans tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. On vous demande juste d'arrêter un petit peu l'addiction à ces jouets de gamins qui, effectivement, engendrent des dommages collatéraux qui sont un petit peu embêtants, non seulement pour les vivants non humains, mais aussi pour les pays du Sud, parce qu'il y a quand même une dimension très radicalement néocoloniale à la croissance que l'Occident impose, j'allais dire, au reste du monde, mais finalement en vampirisant le reste du monde. Tu parles de changement axiologique, César, tout à l'heure. Tu parlais de cet objet entreprise. On est en fait en train d'aborder là un changement fondamental des valeurs de notre société. La tâche va être difficile. Qu'est-ce que tu préconises, toi, sur l'objet entreprise, Tu disais, mais là, notre objet actuel entreprise n'est pas le bon. Que devrait-il être, cet objet entreprise ? Oui, alors peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la croissance et sur le fait qu'on se soit fait voler la notion de croissance au sens de PIB uniquement, il faut vraiment aussi souligner que cette croissance du PIB, on a l'impression qu'elle intervient magiquement, alors que c'est très souvent, voire quasiment tout le temps, une sorte de... Ça se fait au prix d'une altération d'autres sphères, et notamment la sphère écologique et la sphère des ressources, qui, je le rappelle, n'intervient pas dans les modèles économiques, en tout cas les modèles orthodoxes. La nature n'est pas modélisée, et le prélèvement des ressources n'intervient pas. Ça se fait au prix de ça, et ça se fait au prix également d'un appauvrissement de toute la sphère non marchande, de nos liens, de nos services, de nos dons, etc. Donc ça, c'était juste un point pour illustrer aussi le fait que, du coup, j'en reviens à ta question, l'entreprise aujourd'hui, alors loin de moi l'idée de vouloir théoriser ce que devrait être une entreprise demain, mais moi, ce que je constate, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est là, sa fonction principale, c'est de maximiser le profit. Et comment maximiser le profit ? C'est en produisant le plus possible. Aujourd'hui, on est dans une course. Tu parlais de la roue de hamster tout à l'heure. On est dans une roue de hamster où, pour que le système tienne debout, on est obligé de faire croître notre production de manière à les vendre de moins en moins cher, etc. Ça intervient parce qu'il est arrivé à un moment, j'ai lu André Gortz il n'y a pas longtemps, qui est l'un des pères de l'écologie politique. C'est incroyable comme lecture, mais je vous recommande vraiment chaudement. Il dit un truc qui est, en fait, le shift, le changement de paradigme, il est intervenu au moment où on a déconnecté les producteurs des consommateurs. Il y a encore pas très longtemps, on produisait ce qu'on consommait. Et on consommait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, très très peu de gens parmi nous pouvons se targuer de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Et ce qui permet ça, c'est la médiation de l'argent. Et ce que dit Gortz, et en citant le fameux philosophe à grande barbe dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand on fait en sorte que les besoins et désirs des gens deviennent des besoins et désirs d'argent, il n'y a plus aucune limite à cet accroissement et à cette accumulation. Donc si on revient à l'objet entreprise, il y a un point qui est fondamental, qui est de dire qu'une entreprise, au lieu d'être là pour maximiser le profit dans les mains d'ailleurs d'une classe dirigeante et possédante, on pourrait se dire qu'une entreprise, et plus généralement l'économie, devrait être plutôt une gestion raisonnée de ressources limitées au service de besoins bien identifiés. D'ailleurs, on peut revenir à la racine du mot économie. On parlait de la radicalité, revenir à la racine. Économie, c'est la gestion de la maison. Et aujourd'hui, on peut se dire que l'économie, on pourrait se la réapproprier et se dire que ce qu'il nous faut, c'est identifier les besoins de toutes et tous, démocratiquement, et ensuite de déterminer de quels outils de production on a besoin pour parvenir à ce bien-être. Et je finirai là-dessus, sur une note peut-être positive. Je pense qu'on a des moyens d'y parvenir. On a des moyens d'y parvenir parce qu'il y a des outils qui ont été
testé d'ailleurs en Allemagne, hein, je fais une fixation sur l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi, et qui est d'ailleurs abordé dans le livre Capital et idéologie de Thomas Piketty, qui est la cogestion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de mettre aux mains des salariés des entreprises des décisions. Et lui, il préconise typiquement de faire en sorte que 50% au moins des droits de vote dans les entreprises soient aux mains des travailleurs et des salariés. Il y a un cercle vertueux évident là-dedans, c'est qu'on ne peut plus vouloir une accumulation infinie lorsque c'est nous-mêmes qui travaillons, tout simplement parce qu'on se bute sur une limite physique extrêmement réelle, pour le coup, qui est les heures de sommeil, qui sont les heures de sommeil et le fait qu'on n'ait que 24 heures dans la journée. Donc à la fin, l'entreprise, on pourrait se la réapproprier et la mettre au service de la construction d'un monde qui croit, mais qui croit en prospérité, en bien-être, et pas forcément en bien matériel. Allez, comme j'ai promis un temps long de questions, sinon moi je pourrais rester toute la nuit à vous poser plein de questions, je vais poser peut-être la dernière, et puis on va pouvoir continuer à échanger, tous ensemble. Puisque là, on est en train d'aboutir un peu à la notion de désir, en fin de compte, hein, de quel monde désirons-nous? C'est ce avec quoi tu avais commencé, Aurélien, la finalité. Du coup, j'ai envie de vous interroger, en fait. Un illustre personnage de notre passé avait embrasé les foules en disant I have a dream. D'ailleurs, il n'avait pas dit I have a plan, comme le dit mon ami. J'ai envie de vous faire conclure là-dessus, avant qu'on continue les échanges. Vous continueriez la phrase comment? I have a dream that one day. Eh ben, je vous laisse finir. Qu'un jour de nouveaux récits nous inspireront et nous feront rêver. Et justement, pour reboucler ce que vous étiez en train de dire, qu'on ne parlera plus de mieux, qu'on parlera de mieux justement et non de moins, qu'on ne reparlera plus d'euros mais de bonheur et plus de pertes mais de retour à l'essentiel. Et je pense que pour relever les défis sociaux et écologiques, on doit réussir à transformer en profondeur les imaginaires et à rendre ces métamorphoses désirables pour tous. Ça implique forcément de renouveler nos représentations et nos imaginaires collectifs à travers de nouveaux récits. Et ces derniers peuvent en effet nous permettre de réajuster notre symbolique en diffusant des valeurs et des normes sociales beaucoup plus respectueuses du vivant et de l'humain. Allez, César. Merci, Laure. I have a dream that we still dream. Je sais pas, ce serait pas mal de continuer à rêver, en fait, tout simplement, je pense. Voilà. Eric. I have a dream que en 2030, on se dise, on puisse voir, sentir que la nature reprend ses droits et qu'on lui refait de la place et qu'on est heureux de lui refaire la place et que Aurélien revient en disant plus 20% sur les oiseaux, plus sur les espaces et qu'on a vraiment cette envie et cet effet d'émulation, d'entraînement, de se dire c'est génial, en fait, la nature elle peut revenir très vite. Autant sur le CO2, franchement, c'est foutu parce qu'il y a 20 ans de lag et on est très mal barré. Autant sur la nature, si on lui relaisse de la place, elle revient très très vite. Et qu'on ait cette sensation-là de les villes changent, tout change et notre relation à la nature change. Et ça c'est possible. C'est un rêve possible. Aurélien, you have a dream that one day. Oui, c'est vrai, pendant le confinement, par exemple, c'était assez joli ça. Hein. On a trouvé des stations-service, etc. En quelques jours, il y avait à nouveau des nids d'oiseaux et tout. Donc il y a encore quand même un truc qui peut se passer assez vite, quoi. Il suffit qu'on se retire un peu. Moi, je suis assez raccord avec César, en fait, à chaque fois que tu poses des questions comme ça. I have a dream that one day, bah, ça suffit. Voilà. Il n'y a rien à ajouter. Je rêve qu'un jour, ça suffit. Allez, je vous propose qu'on arrête là, mais qu'on les applaudisse avant de vous donner la parole. Un grand merci. On a encore plein de choses à aborder, mais je suis sûre que vous allez... on veut vous donner vraiment de la place. Donc, un micro va circuler. Je vous propose pour ce temps de questions-réponses, donc on a effectivement bien 20 minutes. Comme j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, d'avoir des questions concises. 2, on verra selon le monde, mais peut-être qu'on prendra 2-3 questions pour profiter en fait un petit peu de cette matière-là et en faire un agrégat.
Et 3, yalla, c'est parti pour les questions. À vous écouter, je me dis finalement, est-ce que tout ça n'est pas intimement lié à la notion même de propriété privée? Pour revenir au barbu dont tu parlais. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Autrement dit, quelque part, imaginez une société où ça n'existerait plus. Je vais juste faire une vérification son. Est-ce que vous avez tous entendu la question ou pas? Non. Et je vais voir si, côté régie, on peut augmenter le son des micros. Et donc, Georges demande, avez-vous réfléchi à cette notion de propriété privée? N'est-ce pas la question au bout du bout? Pour référence au barbu. Qui souhaite répondre? Très court, parce que je n'ai pas vraiment réfléchi et je ne pourrais pas articuler sur cette notion-là. En revanche, je peux témoigner ce qu'on essaye de faire, nous, dans la Convention. On est une association d'intérêt général. On a compris des choses. On a publié un rapport qui a été remis au gouvernement et on a tout mis ça sur notre site à disposition. Donc, on a créé un commun et il y a beaucoup d'acteurs qui se réapproprient ce commun. On a organisé la semaine dernière un parcours pour les cabinets de conseil, dont on peut dire qu'ils poussent le modèle existant, mais dont on se dit qu'ils pourraient être aussi des agents du changement pour un nouveau modèle. Et on s'est posé la question, est-ce que tout ce qu'on a compris dans le premier parcours, on va le donner à des grands cabinets de conseil, peut-être qu'ils vont faire de l'argent avec ça? Et voilà, on s'est lancé, on a dit, on a un commun, on va le donner, on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question de la propriété privée, de ce qu'on avait créé ensemble. Et voilà, on essaye d'être un peu modélisant sur cet aspect-là. Ouais, César. J'allais dire, je pense que César a quelque chose à dire. Non, je pense que c'est une question essentielle. Je ne pourrais pas prétendre trouver une réponse, mais peut-être deux choses. Il y a une troisième notion, au-delà de la propriété privée et du public, c'est les communs. Donc, c'est effectivement un certain type. Mais voilà, il y a des choses en fait qui pourraient arriver, enfin qui devraient appartenir à ce troisième ordre des choses, comme par exemple la monnaie ou le travail, qui devraient être des choses gérées collectivement et ni privatisées ni nationalisées. Donc ça, c'est un premier point. Et après, sur la question spécifique de la propriété privée, alors c'est vraiment vertigineux comme question, vraiment. Après, j'ai l'impression que ce qu'on dit depuis le début en filigrane, c'est que l'une des sacro-saintes propriétés privées qui est celle des moyens de production, à un moment donné, si on veut vraiment prendre à bras-le-corps cette question de planification écologique, on pourrait se demander, dans une certaine mesure, dans quelle mesure on ne pourrait pas collectivement, démocratiquement, reprendre le contrôle sur certains types de production pour produire suffisamment et juste ce qu'il faut pour nos besoins, et ne pas utiliser la marchandise comme un enrichissement au mépris de la sphère écologique et de nos liens. Merci. On a une question là-bas. Je vais vous demander aussi de vous lever, comme ça on vous voit bien. Ah non, je croyais qu'il y avait une question là-bas, César, comme je te voyais là-bas. On a une question en bas, en haut. Oui, les bras commencent à se lever. Oui, bonjour. En fait, vous avez évoqué plusieurs fois au cours d'intervention la question des indicateurs. On a parlé d'indicateurs insincères, d'indicateurs dignes de confiance, voire même des fois qu'on se gourait carrément d'indicateurs, comme le PIB. Donc, je voulais savoir si vous aviez des outils ou des référentiels à recommander à des chefs d'entreprise sincères qui veulent s'engager, parce que finalement, voilà, des objectifs, des indicateurs, des référentiels, c'est important pour aligner les salariés, communiquer à la société civile, rendre compte ces parties prenantes, etc. Donc voilà, de manière très pragmatique, est-ce que vous avez des outils à nous recommander ? Alors là, je ferai une réponse pas de côté, que justement, s'il y avait un indicateur un peu magique, très quanti, pour arriver à se dire, tiens, on est sur la bonne trajectoire, en fait, ça saurait, et puis on serait tous focalisés dessus. Et, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de solution comme ça. Moi, je reviens un peu à ce que je disais sur l'agenda et les conversations, la qualité des conversations, la maturité collective sur ces sujets. On peut mesurer en qualitatif avec des entretiens. Et nous, on le fait, on fait des questionnaires à chacune des sessions de nos parcours. Et on s'aperçoit qu'il y a une montée en compréhension des enjeux et en envie de bouger qui monte, en fait, et cette maturité augmente. Donc ça, c'est très rassurant.
Parce qu'ensemble, on va essayer de trouver des solutions. On ne sait pas comment tout trouver, tout opérationnaliser. Et pour moi, c'est l'agenda, encore une fois. Quand on aura nos patrons du CAC 40 qui vont vraiment passer du temps, retourner faire des séminaires dans une forêt pour se reconnecter, pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, passer un pacte et se dire, c'est notre sujet de tous les sujets parce qu'on n'aura pas de part de marché si le monde s'effondre et que là, on va se dire, il y a quelque chose qui change. Donc, regardons l'agenda, les prises de parole des grands patrons du CAC. Je vais quand même renchérir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on commence à regarder, qu'est-ce qu'on commence à compter concrètement. Et merci de cette question. Non, alors moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que j'ai appris de la CEC que quand on commence à se reconnecter au vivant, alors là, on est sur la bonne trajectoire. Et du coup, nous, on a appris à se dire à chaque fois qu'on lance quelque chose, OK, comment on se reconnecte au vivant? Parce que finalement, c'est à partir de là qu'on ira dans le bon sens. Donc effectivement, posons-nous la question dans nos business models, comment on se reconnecte au vivant? Comment finalement on retisse ce lien? Et je pense que quand on est par là, on est dans la bonne direction. Donc pour nous, c'est un indicateur effectivement qu'on suit. Et on essaye de se dire à chaque fois, OK, comment on va se reconnecter? On va se reconnecter en plantant nos forêts qu'on utilisera demain et en investissant sur les 15-30 prochaines années. On va se reconnecter en revégétalisant nos sites. On va se reconnecter en essayant de revégétaliser des sites et de trouver des activités, des business models autour de ces sites qu'on aura revégétalisés. Et pour nous, c'est important d'arriver dans chacune de nos nouvelles actions à se reconnecter au vivant en se disant, OK, si on va par là, on devrait être mieux que quand on part vers d'autres choses. Oui, César. Point aussi, mais très rapidement. Alors là, on fait vraiment un plongeon dans l'opérationnel, mais qui fait peut-être du bien. En fait, chez Carbone 4, on a développé un référentiel qui s'appelle Net Zero Initiative et on essaye de créer de nouveaux indicateurs qui vont au-delà de simplement de la réduction des émissions. Je vous donne 2 pistes. Premier indicateur, c'est ce qu'on appelle les émissions évitées. C'est pour vous demander votre produit ou votre service, est-ce qu'il permet d'une certaine manière, contribuer à réduire les émissions planétaires? Est-ce que, par exemple, si vous vendez des vélos, il y a de fortes chances que vous évitiez des émissions parce que, dans certains cas, vous enlevez des SUV de la route et c'est une excellente chose. Deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle le SCAP, le score de compatibilité avec l'accord de Paris. Et ça donne une idée de la place de votre produit ou service dans un monde qui a fait sa transition. Typiquement, les vélos en font partie, les SUV probablement un petit peu moins. Et donc voilà, c'est des indicateurs qui vont au-delà du seul carbone qu'il faut réduire et qui essaient de mettre un peu en perspective votre rôle vis-à-vis de la transition un peu de la société. Allez, on va commencer du coup à en prendre. Super rapide. Sur ta question, moi je répondrais non. Il y a un problème avec la propriété privée et avec le capitalisme en général, j'en suis totalement convaincu. Mais je pense que c'est un symptôme. Je pense que le problème est encore plus profond que ça. Et on a plein d'exemples de sociétés non capitalistes dans lesquelles l'environnement est dévasté et l'égalité sociale ne règne pas. Donc je pense que c'est un symptôme, mais je ne crois pas que ce soit le méta-problème dont tout le reste découle. Et pour l'autre intervention, je pense que c'est très bien ce que vous faites. Enfin, Carbone 4, etc., ils font toujours des trucs intelligents, donc c'est très bien. Mais il y a toujours un écueil derrière ça, c'est qu'une fois qu'on a un indicateur, on fait ce qu'il faut pour satisfaire à l'indicateur. Et en fait, il est très rare que ça résolve les problèmes dans le fond. Si vous voulez, le tourisme, par exemple, imaginez qu'on parvienne à faire des avions propres. Super. Mais l'ennui, c'est le tourisme en tant que tel. C'est que la présence de gens dans des espaces qui étaient jusqu'alors vierges suffit à rendre ces espaces inhabitables, même s'ils n'émettent pas 1 gramme de CO2. Donc en fait, c'est aussi une manière, une fois de plus, de techniciser un problème qui est profondément axiologique. Donc je crois qu'on peut le faire, mais parfois on perd plus qu'on ne gagne parce qu'on se focalise sur l'infime avec les indicateurs. Allez, on change de braquet, du coup on va en prendre 2 à la fois. Une ici et une ici. Oui, bonjour. J'avais une question. Vous avez évoqué... Parlez bien proche du micro. Oui, vous avez dit il faudrait que les entreprises produisent le juste nécessaire. Alors, moi, j'aurais une question, c'est qui décide du juste nécessaire? Et puis, en autre question, moi, vous ne me voyez pas trop, mais je fais 100 kilos. Et en gros, moi, on me dit tu vas mourir d'un infarctus. Et je m'en fous, la peur ne me suffit pas. Ensuite, on met une boîte de chocolat sur la table. Je prends un chocolat et je me dis, de toute façon, foutu pour foutu, je prends du chocolat. Comment lutter contre l'effet boîte de chocolat et
et comment lutter contre le foutu pour foutu en ayant de l'optimisme, quoi, finalement. Merci. Et on va prendre une question ici. Ma question est plus philosophique, donc je préférais la poser à part. Oui, mais vu le temps qui nous reste, on note. Vous inquiétez pas, je note. Allez-y. Il y a des philosophes et des poètes dans la salle. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement à parler spiritualité? C'est-à-dire, je travaille dans le monde de l'entreprise, hein, donc je suis acteur là où je suis. Mais si on va au bout du bout, on croit vivre dans un monde matérialiste où on est un corps avec un environnement matérialiste qu'on croit subir. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas finalement un être spirituel avec un costume de scène qui nous permet de jouer toute cette vie en société et qu'on est coupé de notre être intérieur, alors que moi je crois fondamentalement que la réalité qui nous entoure est le reflet de notre être intérieur, de notre conscience. Donc on n'est pas dans un monde qu'on subit, on est dans un monde qui est la projection de notre conscience. À nous de changer de conscience. Allez, effectivement, grand écart. Production du juste nécessaire. Qui décide? Vas-y, Eric. Ouais, sur le juste nécessaire, je vais vite. On sera sérieux quand, par exemple, sur les vêtements, on sait qu'on a 80% des vêtements qui sont dans les penderies qui ne servent à rien. On a la fast fashion qui est un non-sens complet quand un gouvernement ou collectivement décidera d'arrêter certaines choses. Donc le juste nécessaire, c'est difficile à déterminer et puis il faut faire très attention. Mais il y a quand même des évidences et il y a des symboles aussi qu'il va falloir attaquer à un moment donné assez radicalement pour montrer la voie vers au moins le juste nécessaire en enlevant cette surconsommation qui est aujourd'hui gravissime. Là, tu réponds au curseur, mais qui va décider c'est ici le juste nécessaire et donc, César, si tu veux compléter, on enlève la fast fashion ou on arrête le luxe. Ouais. Qui va décider c'est ce qu'on disait, les entreprises. Est-ce qu'elles vont être capables de s'auto-limiter, donc sortir de la logique volumique? On a dans la CEC quelques entreprises qui ont accepté de le faire et qui ont mis une feuille de route de réduction de leur volume. C'est très très rare, c'est vraiment contraire au logiciel. Donc on a Renault Trucks par exemple, qui est l'entreprise qui fabrique des camions et qui s'est engagée à diminuer la production de camions neufs. Donc c'est un signal. Et ensuite, le pouvoir politique qui est suiveur, mais il peut embrayer sur certains secteurs, et en tout cas, c'est des secteurs de consommation superflus. Et donc, c'est possible un jour qu'on y arrive. Ou, de toute façon, ça sera subi. Donc, est-ce qu'on peut faire des choix en conscience? Donc, voilà, je voulais juste aborder ce point-là de juste nécessaire. Aujourd'hui, il y a des années-lumière de pouvoir poser ça, mais il y a quand même des signaux qu'on pourrait donner. Après, sur la question de la spiritualité, je laisserai quelqu'un d'autre, même si on a des choses à dire. Et sur le foutu pour foutu, cette question du foutu pour foutu, c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas du souffle sur un nouveau récit, un nouveau récit national, un nouvel imaginaire de justement reconstituer le vivant, régénérer et se dire on est sorti de l'ornière, on a compris, les hamsters sont sortis de leur cage et là maintenant on a un nouveau projet de société qui est d'essayer de repartir de ce qu'il y a et de le faire regrandir. Voilà, tant qu'on n'aura pas ça, la majorité des gens vont être dans le à quoi bon, le foutu pour foutu, où je vais me gaver tant que je peux et puis tant pis. Vraiment très très rapidement, qui décide nous, démocratiquement, collectivement. Je pense que, tu vois, typiquement la CEC, je suppose que ça vient de la CCC, la Convention citoyenne pour le climat. Je pense qu'on a eu là récemment un exemple que ça marchait très bien quand même, ce truc de on met 150 citoyens dans une salle, on leur met les meilleurs experts, les meilleures expertes sur les questions climat, écologie, et à la fin, ils arrivent avec un nombre incroyable de propositions, et ça se fait démocratiquement. Et je pense que même si c'est une réponse peut-être imparfaite, ce sera probablement mieux que la réponse qui est actuellement donnée, qui est qui décide? Le marché, probablement. Donc ça, c'est une réponse sur qui décide, sur l'aquabonisme, parce qu'effectivement, la boîte de chocolat, ça a un nom, je peux se c'est l'aquabonisme, à quoi bon faire tout ça? Moi, la réponse ultra personnelle que je peux donner, c'est que, en fait, ce qu'on essaye de faire, là, je crois, autour de la table, c'est d'essayer de construire un avenir qui est meilleur que celui d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment, on a vraiment sous le pied pour construire des choses beaucoup plus galvanisantes que ce qu'il y a aujourd'hui. Plus de liens, plus de care entre les gens,
moins de marchandises. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un combat qui mérite d'être mené, et peut-être même au nom de ce que tu disais, Aurélien, tout à l'heure, de la préservation tout simplement du vivant et de la vie. Est-ce qu'on a le choix de le faire, quoi? Allez Aurélien, en fin de compte, l'aquabonisme et le chocolat et notre être intérieur n'est pas si éloigné, je pense, en fin de compte. Aurélien, toi qui invites à une révolution politique, philosophique et psychologique, Oui, aussi. philosophique, poétique et politique, que souhaites-tu répondre à cela? Oui, mais en fait, si vous êtes convaincu, par exemple, que feuilleter un réseau social, Twitter, Facebook, TikTok ou Twitch, c'est du chocolat, ok, mais c'est du chocolat industriel un peu dégueu quand même. En fait, moi, le point que je veux simplement dire, c'est qu'un livre, c'est une praline suisse, quoi. Donc en fait, c'est juste meilleur, en fait. Le problème de la sobriété, c'est qu'elle est présentée, y compris par l'exécutif, comme un effort. Mais en fait, foutre en l'air ces saloperies pour revenir ou pour venir à une démarche d'intellection ou d'émerveillement plus jeunette, ce n'est pas un effort. Il faut quand même avoir atteint un niveau, je pense, d'ensorcellement au mythe systémique extrême pour avoir l'impression que choisir un livre, un ouvrage ou une discussion ou un geste amoureux ou un rapport sexuel, pour avoir l'impression que tout ça est en fait une atrophie du monde virtuel d'Elon Musk, il faut quand même être gravement malade, en fait. Ce n'est pas un effort de choisir l'être aimé plutôt que le casque de réalité virtuelle. Ce n'est pas un effort, c'est juste mieux, en fait. Il n'y a que Elon Musk qui est un peu débile et qui ne l'a pas compris. D'ailleurs, ce n'est quand même pas un hasard que l'homme le plus riche du monde, c'est-à-dire le grand gagnant du loto capitalistique, soit aussi vraisemblablement le plus méchant et le plus bête. Ça laisse quand même, je trouve, quelques explications ouvertes. Ensuite, le foutu pour foutu, j'avoue que j'ai jamais compris cet argument, moi. Vraiment, c'est pas une figure rhétorique. Je le comprends littéralement pas parce que, en fait, de toute façon, on sait qu'on va pas vivre très longtemps, même dans un monde idéal, écologiquement sain, etc. De toute façon, on vivra en moyenne moins de 100 ans, vous et moi. Donc, on est de toute façon foutu à la naissance. Et alors, on a quand même envie de survivre encore un peu, non? Donc, le simple fait de savoir qu'on va tous mourir, jusqu'à maintenant, ne nous a jamais interdit de vivre. Donc, sincèrement, en fait, je ne comprends même pas l'argument. Je pense qu'il est inopérant. Rendez-vous à la prochaine table ronde. Merci à tous, ici et ailleurs. Très bonne soirée à tous. Bravo. Et bravo à GEM Junior Conseil pour l'organisation.